Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont devant leur ordinateur pour assister à ce webinaire organisé par les membres du comité Fièvre Q que j'aurai le plaisir de vous présenter par la suite. L'objectif ce soir est de partager avec vous des éléments de connaissance relatifs à cette infection qui touche les ruminants et puis bien évidemment d'accueillir vos questions. Peut-être pour commencer, sur la diapositive suivante, vous expliquer d'abord la genèse de ce comité, pourquoi ce comité finalement s'est créé. C'était un constat partagé entre différents acteurs, hein, que ce soit des gens des groupements de défense sanitaire, de l'Institut de l'élevage, d'unités de recherche, d'écoles vétérinaires, d'acteurs sur le terrain, notamment de vétérinaires praticiens, du besoin ressenti de redonner une dynamique nouvelle à la lutte contre cette maladie, comme vous le savez, qui est très présente avec une prévalence relativement forte, hein, même si elle est souvent asymptomatique. Voilà, ce qui nous semblait aussi, on va dire, concordant avec l'air du temps sur l'approche One Health, d'enrichir bien évidemment l'état des connaissances. On se rend compte en discutant avec les confrères sur le terrain et même les intervenants en élevage qu'on a parfois, on va dire, certains manques, en tout cas des questions. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire le point à travers différentes méthodes et outils de sensibilisation. On y reviendra dans la suite de ce webinaire. Et puis, en dernier lieu, et c'est d'ailleurs l'objet de ce webinaire, de sensibiliser les publics professionnels, bien évidemment, à cette maladie, en facilitant l'accès à la fois à des recommandations récentes et puis aux derniers éléments de connaissance de la littérature. Alors maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi ce comité, eh bien du coup, vous expliquer quels sont les membres de ce comité. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de le coprésider avec Christophe Brard, notre confrère qui est président du conseil d'administration de la SNGTV, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce soir pour des raisons familiales. Donc, on pense bien fort à lui. Donc, du coup, moi, je suis enseignant-chercheur à l'école vétérinaire de Nantes, ONIRIS. Et donc, on a avec Christophe le plaisir j'allais dire, d'animer ce comité avec nos autres membres, que sont Christelle, qui est ici présente, que vous voyez également en vidéo, donc qui est épidémiologiste à GDS France et qui anime en plus le groupe d'investigation fièvre Q de la plateforme ESA et qui a également piloté la réflexion autour du dispositif OSCAR, hein, de l'Observatoire et de suivi du cause des avortements des ruminants. On a le plaisir aussi de travailler avec René de Crémou, qui est chef de projet à l'Institut de l'élevage, avec une connaissance très pointue de l'élevage de petits ruminants. Et puis le dernier, mais non des moindres membres, est Éric Collin, hein, président de la commission épidémiologie de la SNGTV. Alors du coup, pour vous donner peut-être quelques éléments sur la diapositive suivante, des premières actions du comité. Donc aujourd'hui, j'allais dire, on se trouve à peu près dans la troisième phase, hein. On a entamé une première phase, j'allais dire, un peu de sensibilisation autour de la création de ce comité. Donc vous aviez peut-être vu passer différents encarts dans les réseaux sociaux ou différents journaux sur la création de ce comité. Une étape vraiment centrale qui nous a occupé en 2020 et début 2021, c'est le lancement d'une enquête nationale à destination des vétérinaires, éleveurs et médecins, hein, une enquête réalisée par l'Institut Via Voice, donc un institut indépendant auprès d'échantillons représentatifs, de façon à avoir des données sur les attitudes, les perceptions, les connaissances vétérinaires, éleveurs et médecins vis-à-vis de cette zoonose. On partagera d'ailleurs probablement au sein de ce webinaire quelques résultats avec vous. Et puis, je vous le disais, la volonté de sensibiliser et de mettre à disposition facile, d'être un facilitateur finalement de transfert de connaissances. Donc, ce webinaire, bien évidemment, prend place dans cela. Et puis, j'y reviendrai en conclusion, mais on peut d'ores et déjà vous spoiler un peu, entre guillemets, et vous dire qu'on a travaillé conjointement avec l'ensemble des membres du comité à la création de fiches pratiques, à la fois à destination des vétérinaires et des éleveurs, sur différentes thématiques, des signes cliniques, de la suspicion, des modalités du diagnostic jusqu'aux mesures de maîtrise. Donc finalement, on se propose à travers ce webinaire aujourd'hui justement d'aborder ces trois aspects. Donc successivement, on aura le plaisir d'entendre René qui nous fera une intervention sur l'impact clinique et sanitaire de la maladie, une deuxième intervention de Christelle sur les modalités du diagnostic, notamment lors d'avortements ou de troubles de la reproduction. Et puis, il m'incombera de terminer avec un état des lieux de l'efficacité des mesures de maîtrise et notamment des mesures de maîtrise médicale. Et j'en profite d'ores et déjà pour vous dire que vous aurez la possibilité, bien évidemment, de poser des questions. Pour ce faire, c'est dans la partie Q&A, hein, donc questions et réponses, pas dans le chat, vraiment dans cette partie Q&A. Et donc, au fur et à mesure que les questions arriveront, on essaiera on va dire, de les regrouper au cours de ce webinaire pour, dans les dernières 15-20 minutes, y répondre de façon séquentielle. Voilà. Également vous dire que durant cette présentation et à la fin, on vous proposera quelques sondages, notamment pour identifier, le cas échéant avec vous, des sujets d'intérêt
pour de futurs webinaires sur cette maladie, dans la mesure où ce webinaire ne pourra pas, bien sûr, en si peu de temps, tout exposer. Donc l'idée, c'est de déjà prendre avec vous et placer les messages clés. Et bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions donc dans le Q&A et à répondre au sondage au fur et à mesure. Donc du coup, je vous propose qu'on commence par la première présentation de René sur les impacts sanitaires et économiques en élevage de ruminants. Donc René, je te passe la parole. Merci. Donc on va effectivement commencer par les aspects sur les impacts sanitaires et économiques, et pour bien les appréhender, je pense qu'il est important de d'abord parler de la bactérie en cause. Donc en l'occurrence, Coxiella burnetii, c'est une bactérie qui présente différentes caractéristiques importantes en termes de gestion. Une bactérie gram-négative qui est intracellulaire stricte et qui va donc cibler en pratique les macrophages qu'on va trouver dans différents tissus, les ganglions lymphatiques, la lymphe, la rate, le foie, les poumons, qu'on va trouver aussi au niveau des monocytes circulant au niveau sanguin. Et cette bactérie, en fait, présente la particularité de pouvoir se présenter sous différentes formes, des formes qui se multiplient activement et des formes de dormance, des formes végétatives de résistance, s'apparentent en fait à des pseudospores. Donc ça va avoir des conséquences à différents niveaux. Cette bactérie, elle est présente chez de très nombreuses espèces animales, les mammifères au premier chef, mais on peut aussi parler des oiseaux, des reptiles, des arthropodes. Ceci étant, son réservoir principal, ce sont les ruminants, et pour ce qui nous intéresse donc, les bovins, les ovins et les caprins. C'est une maladie, la fièvre Q, qui est transmissible à l'homme. Donc on a ici un agent zoonotique avec une transmission possible, d'où en introduction cette vision One Health qui nous semble effectivement extrêmement importante. Un autre aspect enfin, et ça je souhaiterais vraiment insister sur ce point, c'est les capacités de dissémination et de transmission de cette bactérie avec le rôle tout à fait majeur de la voie aérienne. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une excrétion de la part de notre réservoir animal, des ruminants, par différentes voies, qui peuvent être les produits de la parturition, les placentas, les avortons, les fœtus, une présence, une excrétion dans les déjections, donc les urines, les fécès, élimination également dans le lait. Donc au total, on va avoir une contamination tout à fait massive de l'environnement et la production de poussières, d'aérosols qui sont contaminés. Et c'est par inhalation que la contamination, l'infection pourra avoir lieu aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Homme évidemment avec en premier lieu toutes les personnes qui vont être exposées aux animaux infectés. Et puis les animaux, donc circulation intra-troupeau, mais aussi compte tenu de la résistance de la bactérie dans l'environnement et sa propension à être disséminée, une possibilité de transmission vraiment à distance sur plusieurs kilomètres. Et ça a un rôle évidemment pour l'infection des cheptels voisins et un facteur de risque qu'il va falloir considérer, dissémination qui va donc faire appel notamment à différentes voies, incluant par exemple les vents. Donc j'ai déjà insisté sur la notion de résistance. De fait, elle est tout à fait effective et importante dans l'environnement. On estime que c'est une bactérie qui peut perdurer pendant plusieurs semaines. On a parlé de mois, voire d'années. Dans la laine, pour donner quelques exemples, pour illustrer, elle peut persister de 7 à 9 mois à 20 degrés. Elle résiste à la chaleur, à la dessiccation, aux UV, mais aussi aux désinfectants classiques. Et là encore, on a bien conscience que ça va avoir des conséquences tout à fait pratiques en termes de biosécurité et d'efficacité des mesures d'hygiène et de désinfection qu'on pourra notamment mettre en place. Donc, diapositive suivante. Donc, ici, je vais essentiellement parler de la fièvre Q en termes d'enjeux vis-à-vis de la santé animale. Des impacts cliniques, Raphaël l'a déjà dit, hein, c'est une maladie qui est globalement, majoritairement, aussi bien chez l'homme que chez l'animal d'ailleurs, asymptomatique, ce qui n'empêche pas l'excrétion. Il y a un tropisme, donc une cible préférentielle vers la sphère reproductrice, et ça fait de la fièvre Q une des premières causes d'avortement infectieux. Pour chiffrer un petit peu les choses, je vais m'appuyer sur le dispositif OSCAR dont on a déjà évoqué. Donc c'est l'Observatoire et suivi des causes d'avortement chez les ruminants, dispositif qui est porté par la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, et donc qui s'intéresse aux séries abortives. Alors, derrière séries abortives, c'est
Par exemple, pour les petits ruminants, 3 avortements au moins en l'espace de 7 jours ou à peu près 4% d'avortements sur la période de mise bas. Pour les bovins, c'est 2 avortements sur l'espace d'un mois ou si on étale davantage les périodes, c'est plutôt 3 avortements sur environ 9 mois. Et donc dans ce cadre de série abortive, on va essayer de rechercher les causes prédominantes qui peuvent expliquer les avortements. Et dans ce cadre-là, on se rend compte que la fièvre Q est toujours une des maladies qu'il faut rechercher d'emblée, donc en première intention, et qu'en termes d'imputation, elle arrive en premier ou en deuxième lieu en fonction des espèces. Donc ça représente pour les cas de séries abortives investiguées dans le cadre d'Oscar à peu près 10% des séries pour les bovins et de 20 à 25% pour les petits ruminants. C'est bien qu'on peut dire que lors d'avortement ou de mise bas prématurée, et je vais tout de suite étendre pour les bovins à tous les stades de gestation, la fièvre Q doit donc systématiquement être suspectée. Diapositive suivante, voilà. Donc la fièvre Q, c'est une pathologie abortive, je viens de le dire, mais pas seulement. Donc on a en bovin un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui qu'il y a des implications plus globales sur les troubles de la reproduction. Donc quelques chiffres, une augmentation, une multiplication des risques par 2,5 en termes d'avortement. C'est à peu près aussi le ratio qu'on a pour les endométrites, métrites, endométrites et non-délivrance. Alors, pour ce qui concerne les métrites, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on a des risques augmentés chez les vaches avortées. On peut mettre en évidence la bactérie dans l'endomètre des vaches infectées et donc on va suspecter la fièvre Q, notamment si ces endométrites sont rebelles au traitement. Pour les non-délivrances, on a des différences significatives, risques entre les vaches séropositives et les vaches séronégatives. Sur le plan de la mortalité périnatale, donc là ce sont des investigations dans une publication récente qui s'est faite sur des élevages qui étaient à fort risque de mortalité périnatale. On était en moyenne autour de 11%. Et dans ce cadre-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte contribution qui n'était pas attendue des infections. Elle était supérieure à 40%. Et dans une majorité de cas, la fièvre Q était en cause puisque 30% des veaux présentaient des PCR positives vis-à-vis de la fièvre Q. Risque augmenté également en termes de rétention placentale. Et au total, on assiste donc à des conséquences sur la fertilité avec une diminution des taux de réussite à l'IA, davantage de rapid breeding, des retours en chaleur tardifs et une mortalité fétale précoce. Diapo suivante. Donc si je synthétise, au-delà des avortements et des vélages prématurés, chez les bovins, la fièvre Q va être suspectée ou demandera à être investiguée lorsqu'on va avoir des fréquences élevées de non-délivrance, des endométrites et particulièrement lorsqu'elles sont rebelles au traitement, et des baisses de fertilité, on vient de l'évoquer, donc baisse de taux de réussite en première IA, augmentation du taux de retour en chaleur, etc. Donc je vais élargir maintenant mon propos sur l'ensemble des espèces de ruminants. On a déjà largement évoqué les bovins. Ce tableau synthétise en fait les différents symptômes qui ont pu être démontrés au regard de la littérature disponible ou qui sont fortement suspectés mais encore incomplètement validés. Et pour les petits ruminants, donc, on se rend compte que l'élément clé qui ressort reste les avortements et les mises bas prématurées, mais également la naissance d'agneaux et de chevreaux mous ou chétifs. Voilà. Pour le reste de la symptomatologie, on a encore besoin largement d'études pour essayer d'avoir une vision claire de la situation et de l'implication de la fièvre Q. Diapo suivante. Alors, au-delà des risques, voilà, on a pu les évaluer déjà un petit peu. Ce qu'il faut dire quand même, et Raphaël l'avait déjà dit, la fièvre Q, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc là, je vais m'intéresser plus particulièrement donc à la prévalence, c'est-à-dire à la fois la proportion d'élevages qui sont concernés, mais aussi la fréquence en intra-troupeau. Donc je passe sur la partie purement abortive qui a été déjà illustrée précédemment. Et puis on va ici parler d'aspects sérologiques et on va s'appuyer sur une étude
qui est sorti en 2017, mais c'était des travaux qui ont couru entre 2012 et 2015, dans lesquels il y a eu toute une enquête sérologique dans à peu près 1500 cheptels, tout ruminants confondus, et qui a permis d'avoir un peu une évaluation de la fréquence des élevages concernés. Vous voyez qu'en fait, ça concerne à peu près 36% des cheptels bovins et plus de 50% des cheptels de petits ruminants. Et intra-troupeau, là aussi, une fréquence relativement importante. On est sur des moyennes. Alors, force est de constater qu'en fait, il y a une très grande diversité autour de ces moyennes, mais néanmoins, 22% de prévalence intra-troupeau en moyenne chez les bovins et 26 et 41% respectivement pour les ovins et les caprins. Donc, globalement, dans tous les cas, plus de fréquence de la fièvre Q en troupeau de petits ruminants et des prévalences intra-troupeaux qui sont également plus élevées. Donc, diapo suivante. Alors, une fois qu'on a parlé des impacts cliniques, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait aussi des impacts économiques. Donc, je vais l'illustrer au travers de deux éléments, l'un en bovin, l'autre en caprin. Pour les bovins, en fait, il s'agit d'une Lopez Helguera qui avait travaillé sur différents impacts sur les troubles de la reproduction en comparant des animaux témoins infectés et des animaux, des vaches protégées, donc en l'occurrence vaccinées vis-à-vis de la fièvre Q. On avait un odd ratio par rapport aux écarts sur la conception dans les 150 premiers jours postpartum qui était de l'ordre de 1,2. Donc en pratique, ça se traduit par quoi? Par un allongement de l'intervalle vélage-fécondation pour les vaches infectées comparé aux vaches protégées. Celui-ci pouvait être estimé à environ 14 jours. Donc après, s'il faut chiffrer un petit peu les choses, donc là, c'est un autre travail qui a essayé de Cabrera, qui a essayé d'estimer d'un point de vue économique les impacts de problèmes de fertilité chez des vaches productrices. Et donc là, on peut l'estimer à environ 50 € par jour supplémentaire et par vache sur cet aspect intervalle vélage-fécondation. Donc les comptes sont relativement vite faits. Vous voyez que pour un intervalle d'une quinzaine de jours, on arrive assez facilement à 75 € par animal concerné. Pour les caprins maintenant, deux éléments juste de réflexion. Le premier sur le risque d'avortement, 5 fois plus élevé entre des animaux infectés et non infectés. Donc là, on va s'appuyer sur une infection expérimentale. Les effectifs sont faibles, mais néanmoins, les résultats sont tout à fait criants en termes de différence d'avortement selon que les animaux étaient non infectés ou qu'ils avaient été infectés de manière expérimentale. Une seconde étude plus récente, cette fois-ci qui s'intéresse à la production laitière. Donc une fois les ajustements faits sur l'ensemble des paramètres de variation de la production, ce différentiel a été estimé à 17% de la production laitière entre des chèvres non excrétrices, donc là, absence vraiment, et des chèvres très excrétrices, et derrière très excrétrices, j'entends environ 10 puissance 9 équivalents génomes par écouvillon, ce qui est relativement important, même si on le retrouve assez fréquemment en caprin. Donc sur ce différentiel-là, la perte estimée est d'environ 1 demi-litre pour un litrage moyen de 3 litres par jour. Voilà, donc ces différents éléments, de manière un petit peu rapide, permettent de se rendre compte tout de suite d'abord de l'impact en termes de fréquence de la maladie et de sa circulation dans les troupeaux et de ses implications cliniques qu'on sous-estime vraisemblablement parce qu'on voit souvent le côté abortif, mais on se rend plus difficilement compte des conséquences à moyen et long terme de l'infection dans les cheptels. Donc ça incite évidemment à mieux diagnostiquer l'infection dans les élevages, ce qui me permet de donner aussi la parole à Christelle en suivant. Merci beaucoup René. Dans la suite logique, je vous propose d'aborder la partie diagnostic, qui n'est pas toujours simple. Déjà, si on revient ensemble sur les principaux signes cliniques, voilà, tout le monde a en tête que la fièvre Q provoque des avortements répétés. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on peut également observer des signes cliniques peut-être un petit peu moins évidents,
Alors en bovin, on décrit dans la littérature des vélages prématurés ou la naissance de veaux mous chétifs, des non-délivrances, des endométrites et puis des troubles de l'infertilité qui peuvent par exemple se caractériser par des retours en chaleur ou une baisse de la réussite à l'IA. En petits ruminants, ce qui est décrit, ce sont également des mises bas prématurées, des mortalités néonatales et là également la naissance d'animaux chétifs. Donc voilà, je pense que c'est bien très important d'avoir l'ensemble du tableau clinique en tête quand on parle signes cliniques de la fièvre Q et peut-être pas uniquement avortement répété, même si bien évidemment c'est le signe d'appel pour cette maladie. René a parlé du dispositif Oscar, donc c'est un dispositif qui nous permet en fait de recueillir un certain nombre de diagnostics différentiels qui sont menés sur le terrain dans 26 départements et qui sont analysés donc dans le cadre de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. Pour l'espèce bovine, on a des données pour l'année 2020, le bilan 2020, sur 802 séries abortives qui nous indiquent que pour l'espèce bovine, on a 10,2% de ces séries abortives qui sont imputables de façon quasi certaine à la fièvre Q. Cette proportion augmente pour les espèces ovines et caprines, même si les données sont analysées sur un nombre de séries abortives moindre, 251 séries abortives pour les élevages ovins et 135 pour les élevages caprins. Mais c'est important de noter qu'on a 20,3% de séries abortives imputables à la fièvre Q en ovins et ça monte à 25% pour l'espèce caprine. Diapo suivante, voilà. Ce qui est également un élément très important quand on parle diagnostic fièvre Q, c'est de toujours avoir à l'esprit qu'on ne peut pas faire un diagnostic individuel. En tout cas, ça a peu de sens et qu'on réalise le diagnostic vraiment à l'échelle du troupeau ou du lot si on parle petit ruminant. Tout simplement parce que on a une spécificité des signes cliniques qui est beaucoup plus faible lorsqu'ils sont isolés. On sait qu'on a aussi une grande fréquence de l'infection asymptomatique pour cette maladie. René l'a dit, c'est une maladie très fréquente au sein de la population de ruminants. Elle l'a décrit avec les résultats d'enquêtes sérologiques qui avaient été réalisés. Et puis aussi dans un contexte de risque pour la santé publique, puisqu'on est sur une zoonose, c'est très important d'identifier les élevages et les animaux potentiellement les plus excréteurs pour prévenir ce risque vis-à-vis de la santé humaine et puis aussi parce qu'évidemment les pertes économiques sont les plus importantes. Alors une fois qu'on a dit ça, finalement, lors d'avortement, qui est le signe majeur, quel prélèvement effectuer? Donc bien sûr, j'ai envie de dire du sang sur les femelles avortées. De toute façon, on est dans l'obligation réglementaire vis-à-vis de la surveillance de la brucellose, mais également, et là, on insiste jamais assez là-dessus, des prélèvements sanguins sur les congénères présentant des troubles de la reproduction. Souvent sur le terrain, ce qu'on observe, et c'est une des difficultés du dispositif Oscar, c'est l'oubli, entre guillemets, de ces prélèvements sur ces femelles congénères. Et comme je l'ai précisé sur la diapo précédente, on est vraiment sur un diagnostic de groupe. Donc, c'est important de penser à prélever ces congénères pour avoir toutes les données pour pouvoir répondre à la question qui est finalement, j'ai une série abortive, est-ce que la fièvre Q est responsable? On conseille également de prélever des produits issus de l'avortement. Alors, idéalement, et de façon la plus simple, pratico-pratique, c'est les couvillons endocervicales sur les femelles avortées depuis moins de 7 jours. Bien évidemment, idéalement, dans les 48 heures, puisqu'on aura une qualité du prélèvement bien supérieure, vous vous en doutez. Les autres prélèvements qui sont possibles, c'est donc le prélèvement de placenta ou le liquide stomacal de l'avorton. Même si, en pratique, on recommande vraiment la réalisation d'endocervicales sur les femelles avortées. Alors, on a souvent comme question l'utilisation du lait de tank pour savoir finalement, répondre à cette question d'imputabilité de la fièvre Q dans la série abortive observée. Alors en fait, dans ce contexte-là, le lait de tank n'a pas d'intérêt pour en tout cas relier le résultat de cette analyse lait de tank avec la clinique avortement qui est observée, du fait d'une non-concomitance d'excrétion entre la voie vaginale et le lait.
Une fois qu'on a fait les prélèvements, la question, bien évidemment, suivante, c'est quelles analyses? Et là encore, on recommande de combiner des analyses directes et indirectes. Donc, bien sûr, la PCR sur les produits de l'avortement. Pourquoi la PCR? Parce qu'en fait, c'est la seule technique d'identification directe envisageable en routine qui a les meilleures qualités pour cette analyse directe. Et il faut savoir, c'est important de le noter, qu'on n'est pas sur du détecté, non détecté. On a un seuil de positivité qui nous permet justement de dire finalement, est-ce que l'avortement est imputable à la fièvre Q ou est-ce que c'est une excrétion trop faible pour imputer la clinique à cette maladie. Et donc ce seuil de positivité pour les PCR a été défini à direct expert et s'élève à 10 puissance 4 bactéries pour les analyses individuelles, donc notamment celles qui sont réalisées sur les couvillons endocervicales, et 10 puissance 3 pour les analyses de mélange, donc soit des mélanges des couvillons endocervicales pour les petits ruminants, soit des mélanges des couvillons réalisés sur un même placenta. Et puis pour les analyses indirectes, bien évidemment, des analyses sérologiques en prélevant des femelles présentant des troubles de la reproduction pour augmenter, maximiser la valeur prédictive positive des résultats qu'on va obtenir. La question de l'interprétation est également complexe, donc il faut bien avoir les différents éléments, le fait qu'on est sur un diagnostic de groupe, le fait qu'on interprète les résultats avec des seuils de positivité, notamment pour les PCR, et de façon assez simple, on considère que la série abortive qu'on observe dans l'élevage est due de façon quasi certaine à la fièvre Q quand on a 2 PCR positifs, donc c'est-à-dire supérieurs au seuil qu'on a défini, que je vous ai précisé juste avant, ou bien si on a une seule PCR positive et plus de 50% des femelles qu'on a prélevées qui sont séropositives. Alors, petite remarque pour les élevages bovins, il peut arriver que lorsque le vétérinaire se déplace dans l'exploitation, on n'ait qu'une seule vache avortée de moins de 7 jours au moment de la visite. Alors, c'est beaucoup moins le cas en petits ruminants puisque les MISBA sont beaucoup plus groupés, mais en élevage bovin, on observe fréquemment cette situation-là. Et d'où vraiment l'intérêt de disposer de ces prélèvements de sang réalisés sur les congénères pour aller interpréter notre unique résultat PCR puisqu'on disposera que d'une seule femelle avortée au moment de la visite du vétérinaire. Alors, parfois on rencontre des cas un petit peu moins simples cliniquement parlant, on va dire, c'est-à-dire que finalement on note des performances de reproduction qui peuvent être dégradées mais sans vraiment avoir des avortements. Alors, c'est un diagnostic qui est moins simple en termes d'imputabilité, on va dire. Mais là encore, on va raisonner en diagnostic de groupe et on préconise la réalisation, déjà, le fait de rechercher un ensemble de causes, hein, comme ce qu'on a l'habitude de faire pour les avortements d'ailleurs. Et puis, on préconise la réalisation de sérologie sur les femelles à problème de reproduction que l'on peut coupler, là pour le coup, à une analyse PCR de l'étanque pour attester de la circulation active de la bactérie. Avec un petit bémol pour les petits ruminants, puisqu'on sait qu'on peut avoir des périodes où le l'étanque ne reflètera pas forcément l'excrétion selon les dates de mise bas. Éventuellement, si on a des animaux séropositifs au moment où on fait notre contrôle sérologique, ça peut être intéressant de reprélever ces animaux 3 semaines plus tard pour rechercher une éventuelle séroconversion. Quand c'est le cas, bien évidemment, ça nous signe une circulation active de la bactérie et on est un petit peu plus confiant quand on peut annoncer et relier en tout cas la circulation de la fièvre Q avec les signes cliniques observés. Et puis, il faut savoir que même si c'est une méthode encore nouvelle et pour laquelle il y a des limites, on peut réaliser également des analyses environnementales en fait à l'aide de chiffonnettes et la réalisation de PCR. Alors pourquoi quelques limites? Parce que là c'est pareil, on manque encore un petit peu de données pour établir vraiment des seuils, des seuils cliniques. Et puis il y a la question sur ces analyses environnementales de la viabilité de la bactérie, puisqu'en fait on retrouve de l'ADN dans des poussières. Donc on se pose également toujours la question et l'ancienneté de la circulation.
Donc là, on a parlé de diagnostic quand on a de la clinique, mais on peut également s'interroger sur le dépistage lors d'introduction d'animaux dans un élevage. Alors, ce qui est là aussi important de rappeler, c'est que si on fait juste une sérologie sur l'animal qui est introduit sans connaître finalement la propre situation de l'élevage dans lequel l'animal va être introduit, ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est de réaliser une évaluation du risque en se basant sur à la fois la connaissance de l'élevage qui va introduire l'animal et également sur la connaissance du statut de l'élevage qui envoie, d'origine de l'animal. Et donc, pour ça, on retrouve les analyses classiques, donc le sondage sérologique sur sérum, la PCR sur les 2 tanks et les analyses environnementales dont je viens de vous parler. Et finalement, c'est en confrontant l'ensemble de ces résultats d'analyse qu'on arrive à déterminer si l'élevage est globalement naïf vis-à-vis de la fièvre Q, s'il est globalement immunisé et s'il y a une circulation active ou pas de la bactérie. Et en fonction de ces différents éléments, eh ben, on peut évaluer le risque soit pour l'animal qui est introduit, soit pour les autres animaux, si bien évidemment ils sont naïfs et que l'animal qui introduit est excréteur. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapositive. Donc dans la suite logique, je vais laisser la parole à Raphaël qui va maintenant vous présenter, eh bien, une fois qu'on a posé le diagnostic, qu'est-ce qu'on peut proposer comme mesure de maîtrise. Merci Christelle pour cette transition. Merci aussi à celles et ceux qui commencent à poser des questions dans la section Q&R, questions et réponses. Vous verrez que j'ai d'ores et déjà, avec mes collègues, apporté quelques réponses pour les questions les plus simples, et puis pour d'autres, on abordera, j'allais dire, par grand groupe de questions, les réponses à la fin de l'intervention. Alors effectivement, comme René et Christelle vous l'ont dit, une maladie un peu ubiquitaire, très présente, et une maîtrise qui va reposer, on va dire, sur 3 grands piliers. D'une part, maîtriser l'impact clinique à l'intérieur des troupeaux touchés, notamment par des avortements, des troubles de la reproduction. La nécessité ensuite de maîtriser la transmission à l'intérieur du troupeau pour limiter sa diffusion, et ça peut être aussi bien la diffusion entre les animaux de l'élevage, mais également à l'homme. Et puis la maîtrise de la transmission entre troupeaux, bien évidemment, et puis vis-à-vis des risques zoonotiques, la nécessité, bien évidemment, de prévenir cette transmission des ruminants à l'homme, et ça passe notamment par la prévention et l'information des personnes à risque. Alors, sur la diapositive suivante, du coup, vous allez pouvoir voir, j'allais dire, les grands types, les grandes catégories de mesures de maîtrise, qu'elles soient médicales ou non médicales, que l'on peut mobiliser. Alors, ce qu'on se propose, bien sûr, dans le temps qui nous est imparti, c'est de balayer très rapidement des éléments relatifs à l'usage du vaccin et des antibiotiques dans les mesures médicales, mais également, en conclusion, d'ouvrir aussi sur la nécessaire complémentarité des mesures de maîtrise, qu'elles soient relatives à la gestion des mises-bas, des effluents ou des mesures de biosécurité en général. Alors, si on commence par les mesures médicales sur la diapositive suivante, sur les mesures médicales, du coup, on va dire il y a 2 études un peu princeps. En tout cas, celle-ci, vraiment une étude prioritaire que je souhaitais partager avec vous, qui est celle, en fait, qui a fondé notamment l'autorisation de mise sur le marché pour les caprins, du seul vaccin aujourd'hui qui dispose d'une AMM sur le marché en France, qui est un vaccin qui s'appelle le Coxevac, qui est composé d'antigènes de coxiel en phase 1. Et donc l'étude a été la suivante, ils ont donc pris des chèvres saines, c'est une étude qui a été faite en France, l'INRAE de Nouzilly, par l'équipe d'Annie Rodolakis à l'époque, début des années 2000, donc plusieurs groupes de chèvres qui ont été, soit qui ont reçu le vaccin, soit un placebo, même qui ont été non inoculés pour avoir une ligne de base des avortements. Et puis 3 semaines après la 2e injection, elles ont été mises à la reproduction, et puis à environ 3 mois de gestation, elles ont subi une inoculation de coxiel, et puis ensuite on a pu compter les avortements, les mises bas, et également faire des autopsies pour détecter la présence de coxiel, notamment dans les placentas. Alors sur la diapositive suivante, vous allez pouvoir voir du coup les résultats de cette enquête. Alors comme je vous le disais, il y a un groupe de 27 chèvres, qui est la première colonne, enfin la deuxième en tout cas, après les titres, qui a été le groupe de chèvres non inoculées. Et comme vous pouvez le voir, on avait quand même 15% d'avortements chez ces chèvres non inoculées. Donc effectivement, les avortements, même spontanés, c'est quelque chose qui est quand même non rare hein, chez les caprins. Ça, c'est quand même une donnée qui est importante. Et fort heureusement, ces animaux-là, vous le voyez ça sur la dernière ligne, le pourcentage de placenta contaminés était nul, hein, c'était non détecté. Donc ces animaux non inoculés n'avaient bien pas été confrontés à la cocciélose. Par contre, quand vous comparez les 2 dernières colonnes, qui consistent en 16 chèvres pour le premier groupe d'animaux vaccinés,
ayant reçu le Coxevac puis ayant été inoculé, et le groupe non vacciné, de 12 chèvres. Vous voyez là une différence significative en termes de survenue d'avortement, puisque une seule chèvre dans le groupe vacciné avait avorté, alors que on était sur près des plus de 3/4 des chèvres qui avaient avorté dans le groupe non vacciné. Donc une efficacité très forte pour maîtriser l'impact clinique. Et quand on parle d'impact clinique chez les petits ruminants notamment et chez les caprins en particulier, on parle bien évidemment d'avortement. Alors quand on compare sur la diapositive suivante avec les données, j'allais dire non plus cette fois-ci de clinique, mais d'excrétion, parce que c'est très important aussi en termes de dynamique de transmission et puis de contamination de l'homme bien évidemment. Je vous ai mis ici sur ce graphique-là les deux courbes de décroissance de l'excrétion vaginale mesurée par PCR sur écouvillon à partir du jour de l'avortement, donc J0 en ordonnée, jusqu'à la semaine 8. Et comme vous pouvez le voir, une différence notoire entre le groupe non vacciné et le groupe ayant été vacciné, puisqu'on a très peu, voire pas de chèvres, et en tout cas plus aucune chèvre, une semaine après avortement qui excrétait, alors qu'on a pu avoir une persistance de l'excrétion jusqu'à 5 à 6 semaines suivant l'avortement chez les animaux non vaccinés. Alors ça, c'était pour les chèvres. Sur la diapositive suivante, du coup, j'ai préféré vous synthétiser plutôt que vous présenter l'ensemble des études, des résultats qui sont aujourd'hui disponibles sur l'efficacité de la vaccination chez les bovins. Et donc, en termes d'avortement, on a des effets démontrés sur une diminution de la survenue des avortements, de la même manière qu'en caprin. Des résultats également, et ça c'est intéressant, sur l'infertilité, avec 3 types de résultats qui ont été obtenus en comparant des animaux vaccinés et non vaccinés au sein de même troupeau, avec à la fois une diminution du taux de retour tardif, donc moins de retour en chaleur, donc plus de gestation conservée chez les animaux vaccinés, et également des études, notamment chez nos collègues espagnols, qui ont démontré une augmentation du taux de réussite en première IA sur les animaux vaccinés en comparaison aux non vaccinés dans des élevages infectés, et puis en conséquence une diminution également de l'intervalle vélage-insémination féconde. Et puis en termes, cette fois-ci non plus de clinique ou de reproduction, mais d'excrétion, comme je vous le disais, donc une prévention très forte suite à l'utilisation de ce vaccin, qui a pu être démontré également dans l'épisode aux Pays-Bas avec la vaccination massive en petits ruminants là-bas qui était obligatoire dans les élevages atteints. Et en tout cas en bovin, des résultats qui sont conformes avec à la fois une prévention très forte de l'excrétion, à la fois en fréquence de survenue, mais aussi en intensité d'excrétion. C'est-à-dire que lorsque les animaux vaccinés excrètent, ils excrètent des quantités bien moindres, notamment au moment du pic attendu d'excrétion qui est le vélage, en tout cas la période de mise bas. Et puis des résultats qui militent, en tout cas normalement, pour une vaccination de tout le troupeau, non seulement les génisses, mais aussi les vaches. En tout cas, c'est les résultats dans la littérature qui rapportent la diminution du coup la plus rapide et la plus durable de l'excrétion à l'échelle du troupeau. Alors du coup, sur la diapositive suivante, ce que j'ai voulu partager avec vous, ce sont les résultats. Alors le tableau est un peu confus, mais en tout cas complet, mais je vous propose de se concentrer sur l'encadré rouge, ce que je vous ai mis à droite. En fait, c'est les résultats issus de travaux de modélisation par les collègues néerlandais, puisque si vous n'êtes pas au courant, juste en 2-3 mots, les Pays-Bas ont connu une épidémie massive de fièvre Q humaine qui a amené sur les années 2007, 2008, 2009 à plus de 3500 hospitalisations. Et donc en fait, là-bas, ils ont mis en place un système de dépistage systématique sur le lait de tank. Je vois, c'était une des questions de Frédéric, notamment dans la section QNR. Donc là-bas, ils s'en sont servis pour identifier les troupeaux infectés. À partir du moment où un troupeau était détecté infecté, on interdisait la mise à la reproduction des animaux et les animaux gestants étaient euthanasiés. Et la vaccination était rendue obligatoire. Et en fait, en moulinant toutes leurs données, ils ont pu ensuite comparer à long terme et comparer l'efficacité relative de différentes stratégies qui serait la première de ne faire aucune mesure de maîtrise. Donc comme vous le voyez, c'est ce qu'il y a au-dessus du carré rouge. Eh bien en fait, on aurait au cours du temps un nombre d'animaux et de placentas affectés qui ne ferait que croître et forcément une grande proportion d'avortements qui serait maintenue. Et la mesure de maîtrise qui était la plus efficace, c'était bien la vaccination préventive. C'est ce qu'on doit attendre d'un vaccin, de vacciner des animaux lorsqu'ils sont encore sains pour éviter qu'ils ne tombent malades et infectés. Vous voyez que cette stratégie était parfaitement efficace pour à la fois éviter l'excrétion, aucun placenta infecté, et puis éviter les avortements. Aucun avortement imputable à Coxiella. Et puis, j'allais dire, parmi les mesures de maîtrise qui seraient une fois que la maladie ou l'infection est là, eh bien, sans surprise, c'est la troisième partie, ce qu'ils appellent vaccination after BTM positive, donc la vaccination après avoir identifié la circulation, qui était, j'allais dire, la moins mauvaise, ou en tout cas la meilleure des mesures de maîtrise, une fois que l'infection était là, puisque une fois que la maladie cliniquement était déclarée, les effets étaient moindres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la chance d'avoir un vaccin très efficace, et ce, d'autant plus, bien évidemment, qu'il est placé en situation non infectée, mais même en situation infectée, c'était le cas des études ici aux Pays-Bas et chez les bovins, on a une efficacité également en milieu infecté.
Sur la diapositive suivante, du coup, j'ai voulu répondre aussi à une question qu'on nous pose souvent, qui est celle de la durée de la vaccination. Alors pour des raisons que vous comprenez sûrement d'éthique, c'est difficile de garder les éleveurs très très longtemps dans des essais cliniques, certains vaccinés 3 ans, 4 ans, d'autres 6 ans, 10 ans, pour savoir quelle durée de vaccination. Donc là encore, on a eu recours à des travaux de modélisation, des travaux qui ont été faits dans notre unité de recherche à l'école, notamment par une collègue qui s'appelle Aurélie Courcoul. Et donc ce que vous avez sur ce graphique-ci, c'est en ordonnée, donc sur l'axe, en abscisse, pardon, sur l'axe des X, le temps en années, hein, c'est l'intérêt de la simulation, c'est qu'en quelques heures, ça nous simule la vie d'un troupeau sur plusieurs années, ici jusqu'à 10 ans. Et ce que vous avez en ordonnée, c'est le nombre moyen d'avortements qui pourrait être attribuable à Coxiella dans un élevage moyen d'une taille ici de 65 vaches. Et vous voyez qu'en l'absence de mesures de maîtrise, on appelle le témoin négatif, la courbe noire, vous voyez qu'on aura toujours, on va dire, un pourcentage d'avortement un peu inévitable. Et ensuite, on avait comparé 3 stratégies de vaccination. La stratégie orange, qui consistait à vacciner les vaches et les génisses, mais uniquement pendant 3 ans. Et vous voyez que dès qu'on a arrêté la vaccination, on se retrouvait assez rapidement à retrouver la situation comme si on n'avait pas vacciné, alors que les 2 stratégies qui ont été les plus efficaces étaient de maintenir la couverture vaccinale pendant 10 ans. En pratique, la recommandation pragmatique est déjà, si possible, d'essayer de maintenir une couverture vaccinale pendant un temps suffisant et nécessaire à avoir constitué un troupeau entièrement de vaches correctement vaccinées, ce qui revient globalement à vacciner au moins pendant 4 à 5 ans. Sur la diapositive suivante, du coup, je voulais aborder avec vous la question des antibiotiques. Pour faire simple, le vaccin en termes de mesures médicales, c'est vraiment la mesure numéro 1. On a très peu d'études disponibles bien faites sur les antibiotiques et la totalité des études dont on dispose sont toutes convergentes sur le fait qu'il n'y a aucun intérêt à réaliser une métaphylaxie à des antibiotiques. Je pense notamment au tétracycline longue action, notamment pour prévenir les avortements. Hein, il y a aucune efficacité démontrée de ça, donc je pense que d'ores et déjà ça peut être stoppé. Le seul intérêt qui a été démontré, ça concernait l'administration d'une dose unique d'oxytétracycline longue action en postpartum immédiat, hein, sur les vaches qui auraient présenté certains facteurs de risque, pratique qui se fait déjà sur des avortements, des vaches qui auraient présenté des non-délivrances. Donc là, on avait un effet positif, notamment sur le taux de retour en chaleur, hein, avec moins de retour. Mais en tout cas, on n'a aucune donnée qui justifie aujourd'hui le recours massif et général aux antibiotiques comme une mesure phare pour la contrôle de la fièvre. Et donc après ces mesures médicales, sur les dernières diapositives, ce que je voulais partager avec vous, c'était brosser très rapidement l'éventail des mesures non médicales. Et donc pour ce faire, sur la diapositive suivante, vous allez voir que j'ai repris finalement un tableau qui est largement inspiré des travaux qui avaient été menés il y a quelques années dans le cadre de la production du guide ACERSA, hein, ce qui est aujourd'hui devenu l'AFSE, mais en tout cas l'Association pour la certification en santé animale, qui avait élaboré un guide de maîtrise de la fièvre Q au sein duquel on retrouvait in fine un tableau de ce type-là qui permettait par grand type de mesures de maîtrise de rappeler d'une part l'objectif visé de prévention entre la maîtrise de la transmission intra-élevage et entre troupeaux bien évidemment, et puis les 2 dernières colonnes qui me semblent les plus intéressantes où on compare à la fois l'efficacité attendue de la mesure et sa faisabilité, sachant qu'on est tous bien conscients que plus elles sont faisables, plus on a de chances qu'elles soient mises en place par les éleveurs. Et donc, il est toujours intéressant d'avoir, j'allais dire, le compromis entre les 2. Et donc, pour ce faire, donc sur cette première diapositive, j'ai voulu partager avec vous des mesures probablement relatives à la gestion des mises bas et des avortements en général. Donc, j'allais dire autour vraiment du pic de l'excrétion. Et là, bien évidemment, c'est tout ce qui sera ramassage et destruction des produits de la mise bas, des placentas, la gestion des effluents, bien évidemment, hein, avec notamment des notions de bâchage et éviter la dissémination, en tout cas l'épandage par temps pluvieux. Et puis la gestion des statuts sanitaires aussi lors de regroupements de cheptels, qui est quelque chose de relativement important. On pourra partager ça éventuellement dans la session questions-réponses si vous voulez. Sur la diapositive suivante, un autre type de mesure qui, elle, je dirais, serait plus à l'échelle du bâtiment en général, ou plutôt lors d'autres types de mouvements d'animaux, comme les précautions lors de participation à des concours, c'est relativement important aussi. Là encore, le fait d'avoir des animaux vaccinés, ça prémunira de beaucoup de risques. Le fait de nettoyer et désinfecter régulièrement les locaux, hein, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de la remise en suspension de Coxielle suite au passage de Karcher, par exemple. Mais en tout cas, lorsqu'on compare les données de prévalence entre des troupeaux qui font régulièrement de la désinfection et ceux qui n'en ont pas, on a des résultats plus favorables dans les troupeaux qui pratiquent régulièrement du nettoyage et de la désinfection. Et puis la gestion du transport des animaux également très très importante.
Donc voilà très rapidement brossé, j'allais dire, on va dire un ensemble de mesures. Et ce que je voulais voir avec vous sur les dernières diapositives, c'était bien d'insister sur le fait qu'il y a évidemment besoin de continuer à s'informer. Je pense notamment aux enjeux de santé publique. Je vous ai mis ici sur la gauche les résultats, en tout cas certains des résultats de l'étude Via Voice dont je vous parlais en introduction, qu'on a mené sur un panel. Juste pour partager avec vous, j'allais dire, cette question particulière de notre enquête qui était la suivante à destination des vétérinaires. Diriez-vous que concernant les risques liés à cette maladie, les éleveurs sont suffisamment informés à la fois des risques et des mesures de prévention? Finalement, les cases très grisées en vert, c'est oui, les éleveurs sont assez formés. Et puis quand on est dans le jaune ou dans le rouge, bien évidemment, on ne l'est pas assez. Vous voyez que finalement, beaucoup de vétérinaires, en tout cas, considèrent que leurs éleveurs ne sont sans doute pas assez informés sur les risques et sur les moyens de prévention de cette maladie. Et si vous voulez des informations supplémentaires, on vous a mis sur cette diapositive le lien vers 2 ouvrages qui me semblent être de référence et très intéressants. Un premier versant santé animale, le référentiel Acersa sur le contrôle de la fièvre Q, et puis à droite le référentiel du Haut Conseil pour la santé publique, qui lui vise plutôt à identifier les recommandations en termes de prise en charge de la fièvre Q chez l'homme, notamment lors d'épidémies. Et pour conclure, ma dernière diapositive, pour bien synthétiser, j'allais dire, l'ensemble des interventions, notamment de mes collègues, sur la nécessité d'une approche vraiment rigoureuse et combinée qui démarre tout en haut par un diagnostic opportun, suite à une suspicion clinique fondée, la réalisation des bons prélèvements, des bonnes analyses bien évidemment, et puis ensuite, j'allais dire, c'est d'essayer de coupler à la fois la maîtrise de la transmission intra-troupeau, ça passe notamment par l'hygiène, la gestion des placentas et la vaccination, la maîtrise inter-troupeau, qui reposera notamment sur le fait d'éviter l'épandage des fumiers et des lisiers par temps venteux, de bien gérer les regroupements ou d'anticiper les regroupements et les fusions de troupeaux, et également le recours à la vaccination, bien évidemment, pour diminuer l'excrétion. Et puis, vis-à-vis de la maîtrise du risque zoonotique, au premier rang, l'information des personnes à risque, et puis la coordination, j'allais dire, de l'ensemble des intervenants, et notamment entre les vétérinaires et les médecins, qui nous semble, en tout cas au sein du comité, une piste très intéressante à maîtriser. Donc, au final, vous voyez un vaccin spécifique et beaucoup de mesures de biosécurité, elles, qui ne sont pas spécifiques, mais pour autant qui sont extrêmement importantes et qui peuvent se révéler très efficaces.